Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière table ronde de la journée, de ces 24 heures pour rebondir dans les territoires. Événement, vous le savez, co-organisé par Second Souffle et la CMA Centre-Val de Loire, qui se sont associés pour faire en sorte que cet événement soit une réussite avec bon nombre d'intervenants. Et nous avons la chance sur cette dernière table ronde de recevoir des artisans socialement responsable. On va essayer de comprendre un petit peu ce que ça signifie concrètement. J'accueille Franck Ledru. Alors Franck, bonjour, soyez le bienvenu. Vous, votre métier, c'est plombier, chauffagiste, électricien, carreleur. Vous avez votre père avait créé en 1979, je crois, société que vous avez reprise en 2007. Et vous avez bon nombre de salariés aujourd'hui et des intérimaires. Vous allez nous expliquer un petit peu quel a été votre parcours et puis on essaiera de savoir concrètement ce que signifie pour vous le socialement responsable. Alors expliquez-nous, que faites-vous? Quelle est votre activité, votre métier? Bonjour déjà, donc j'interviens dans les domaines que vous avez cités du bâtiment sur 2 sites à Nogent-le-Rotrou et dans la banlieue de Chartres à Luisan exactement. Une vingtaine de salariés aujourd'hui et 6 apprentis, hein, c'est ce dont on parlera juste après. Effectivement, voilà, c'est une petite entreprise artisanale classique. Mon père était parti de rien en 79 à partir de la cime Camille de mon arrière-grand-père et d'une vieille caisse à outils, et il s'est fait tout seul et progressivement on a développé ensemble l'entreprise que j'ai rejointe moi en 2003 et reprise à son décès en 2007 suite à un cancer de l'amiante. Voilà, pour dire les choses exactement. D'accord, donc les choses étaient certainement différentes à l'époque qu'aujourd'hui. On a pris en compte effectivement la sécurité des salariés dans les entreprises et malheureusement votre père en a fait un peu les frais. Comment ça se passe? Ton micro, frère, s'il te plaît. Merci. Passe vraiment à la fois dans la tête. Comment on se met dans la peau justement d'un chef d'entreprise, d'un artisan, suite au parcours déjà d'une entreprise existante qui est déjà implantée sur le territoire depuis de nombreuses années. Comment ça s'est passé pour vous? C'est facile ou au contraire c'est très compliqué? On se sent un petit peu rassuré et puis on a envie de continuer l'œuvre commencée par le papa? Alors, il y a un peu de tout ça. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas une autoroute. Donc, voilà, moi, je suis arrivé dans un moment compliqué puisque au même moment, je perdais mon père, mon patron, et j'arrivais à un moment où la crise des subprimes en 2007. Donc, le début n'a pas été simple. Ça, c'est une évidence. Après, qu'est-ce qui nous motive? Je pense qu'on a la fibre d'entreprendre. On a envie de poursuivre ce qui a été créé, de conserver les valeurs qui étaient celles de l'origine et puis d'apporter sa patte pour développer l'entreprise, voilà, et la faire perdurer et la développer. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez été, avant de rentrer un peu dans le cœur du sujet, mais vous avez été accompagné nécessairement aussi, vous, au moment de la reprise par la Chambre des métiers? Oui, j'ai été accompagné. Sincèrement, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Je pense qu'une des bases, des clés les plus importantes du succès, c'est de ne pas rester seul, surtout dans les moments un petit peu plus compliqués. On l'a entendu depuis le début de cette journée, effectivement, ne pas rester seul. Voilà, c'est bon. Après, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est vraiment. Non, mais c'est bien de le dire et de le rappeler pour que ça soit véritablement quelque chose d'ancré dans la tête des personnes qui nous écoutent. Donc, la CMA vous a beaucoup accompagné, justement, oui, vous disiez. À plein de niveaux, voilà, pour vraiment que ce soit au niveau du plan de financement, que ce soit au niveau des réseaux, des formations. Il y a énormément de sujets sur lesquels la Chambre de métier peut aider les artisans qui sont pas nécessairement bien connus de tous et utilisés. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément de compétences et d'offres de services qui existent et donc il faut profiter. Et il faut vous mettre en relation, vous avez mis en relation aussi avec les organisations professionnelles?
Ça a été aussi une aide précieuse, j'imagine. Précieuse et complémentaire, parce que du coup, ils apportent pas forcément les mêmes réponses. C'est des aides qui sont vraiment complémentaires, mais les deux participent à étoffer le réseau, que ce soit des clients, des partenaires, des fournisseurs. Voilà, et c'est ça qui est une clé du succès aussi, c'est d'étoffer petit à petit son réseau et surtout ne pas rester tout seul face à ces problèmes. Alors, 2007, vous reprenez l'entreprise, vous le disiez. Alors, bien sûr, il n'y avait pas les 20 salariés dont vous parlez aujourd'hui, mais il y a également aujourd'hui des intérimaires. Et pour vous, la formation des jeunes est importante, justement pour quelque part un peu les faire monter en compétences. C'est ça votre volonté. Enfin, le fait d'être socialement responsable. C'est dans l'ADN de votre entreprise. Expliquez-nous ce que ça veut dire concrètement. Alors oui, c'est complètement ça. Alors c'est effectivement, j'ai quelques intérimaires, mais j'ai surtout des apprentis, jeunes apprentis surtout. Oui, bien sûr. Les intérimaires que je prends, c'est toujours de façon à derrière les pérenniser sur des CDI. Et les apprentis également d'ailleurs. Donc en fait, on est face à actuellement une pénurie de main d'œuvre qui est catastrophique. Vous trouverez pas un artisan aujourd'hui qui vous dit qu'il cherche pas de monde pour étoffer. On l'entend partout, en effet, oui. Voilà. Donc il n'y a pas 40 000 solutions. La seule qui est possible, c'est de former des jeunes. Donc aujourd'hui, moi effectivement, j'ai 6 apprentis dans mon entreprise. L'idée, c'est de les faire monter en compétences progressivement et puis de les intégrer le plus rapidement possible en autonomie pour les intégrer comme des salariés à part entière. Alors comment les recrutez-vous? D'où viennent-ils? Alors ils viennent de différents horizons. Il y en a qui candidatent de façon naturelle, qui viennent pousser la porte. Il y a le CFA parfois qui aussi nous propose des jeunes. Là, moi, j'avoue que je travaille beaucoup avec le Château d'Évaux, qui est une structure d'insertion à côté de la Loupe, en Eure-et-Loire, avec des jeunes qui sont, pour la majorité, des jeunes réfugiés. Les 6 que j'ai sont africains. Et ce sont des jeunes qui sont extrêmement motivés, qui ont une volonté de réussir qui est incroyable. Qui comprennent. Ils ont peut-être la barrière de la langue qui est un petit peu là pour certains, mais ils ont tellement d'atouts, de volonté de réussir et ils comprennent le métier et ça fonctionne très très bien. Alors c'est vraiment les faire monter en compétences, mais pour autant ils viennent de l'étranger. Mais pour autant, vous êtes contre, ça va un peu contre la main-d'œuvre détachée. Expliquez-nous la différence pour le public. Ouais. C'est 2 sujets qui n'ont rien à voir, parce que donc les travailleurs détachés, ce sont des. Alors aujourd'hui, on en parle un petit peu moins qu'avant, même si le sujet est encore existant, voilà. Mais ce sont des salariés, notamment des pays de l'Est, par exemple, qui travaillent avec les conditions sociales de leur pays. C'est un vrai dumping social. C'est des conditions de concurrence qui ne sont pas les mêmes avec des entreprises comme les nôtres, qui emploient des salariés français avec de l'URSSAF payé en France et toutes les autres charges. Excusez-moi, je vous coupe un petit instant. Comme il y a des petits bruits parasites, est-ce que peut-être les 2 autres intervenants suivants pourraient couper juste leur micro? Comme ça permettra peut-être d'éviter des petits sons parasites. Voilà. Je vous laisse poursuivre, Franck. Donc voilà, le statut de travailleur détaché, c'est quelque chose qui est vraiment différent. C'est par rapport aux règles d'une directive européenne qui autorisait en fait d'utiliser des travailleurs avec les charges sociales du pays d'origine. En l'espèce, moi, ça n'a rien à voir. Ce sont des jeunes qui proviennent de l'étranger, mais je les paye de la même façon que s'ils étaient nés à Nogent-le-Rotrou ou à Chartres. Il y a aucune différence avec les autres, qu'ils soient apprentis ou salariés plus de demain. Donc cette manœuvre, vous l'avez dit, vous souhaitez la faire monter en compétences. Vous travaillez sur des chantiers dans la région. Vous êtes amené à sortir un peu du territoire. Non, on reste assez. J'ai deux sites, comme je le disais, à Nogent-le-Rotrou et Chartres. Donc on intervient sur l'Eure-et-Loire et on déborde un petit peu sur les Yvelines et sur le côté de l'Orne, puisqu'on est aux confins de 3 départements. Mais on reste sur un périmètre local. Alors, vous êtes aussi membre d'une association d'artisans socialement responsables, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu. Alors, en fait, on parlait tout à l'heure de travailleurs détachés et de problématiques de formation. En 2006, il y avait un gros chantier qui était assez emblématique à Maintenon, en Eure-et-Loire, où, en gros, il y avait recours quasi exclusivement à des travailleurs détachés. On voyait arriver de Bulgarie
des camionnettes entières de salariés et de matériaux. Les matériaux, pour la majorité, provenaient également de Bulgarie. Il faut se replacer dans le contexte. En 2006, économiquement, c'était quand même beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et voilà, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer notre différence par rapport à ces entreprises-là. Eh ben, on s'est dit plutôt que de crier et d'enfoncer des portes ouvertes, eh ben, on va montrer notre différence. On va afficher au travers d'un label via une association en quoi nous on est différents, en quoi on forme des jeunes locaux, en quoi on emploie de la main d'œuvre locale et on participe au tissu local, voilà, et à la formation des jeunes. Donc c'était en 2006. L'association s'appelle Artisans socialement responsables. Donc il faut préciser que la CMA en est membre aussi, je crois. C'est ça? Non, mais a été même un acteur majeur dans sa constitution, puisque voilà, elle a participé sous différents aspects pour la communication qui existe. Il y a un site internet qui explique très bien voilà les objectifs et comment ça fonctionne, qui s'appelle artisansocialementresponsable.fr, tout accroché. D'accord. Effectivement, et voilà, la chambre de métier. Voilà, je parlais tout à l'heure de pas rester seul. Bah, c'est un exemple typique en quoi la chambre a été utile pour mettre en avant cette association-là. Elle l'a été pour la constituer. Voilà, demain, j'espère qu'elle le sera pour la faire vivre, parce que malheureusement, ça demande du temps bien sûr, pour l'animer, tout ça, et ça ne peut plus fonctionner uniquement sur du bénévolat. Donc là, voilà, on est à un tournant de l'association, et logiquement, dans les prochains mois, ça devrait avoir un essor un peu plus important. Un peu plus important. Oui, alors c'est vrai que c'est aussi, et la vocation de cette association, c'est de valoriser ces métiers qui sont souvent sous-valorisés quelque part. Hein. C'est de leur donner un peu leur lettre de noblesse. Et puis la nécessité aussi de développer tous ces jeunes et de les former pour répondre aussi à toute une génération qui va partir à la retraite. C'est ça aussi, c'est un constat. C'est exactement ça. Là, on a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, comme on le disait. Dans les 5 années ou 10 années à venir, on va avoir toute une génération qui va partir en retraite. Les territoires ruraux vont être encore plus touchés que les métropoles et les grandes villes. Donc, on va avoir vraiment une pénurie de services. On est face à de mon avis, de gros problèmes. On parle de désertification médicale. Je pense que il n'y a pas que les médecins qui vont manquer dans certains territoires. Donc, il y a des vrais enjeux. Il y a aussi, donc effectivement, ça passe par la valorisation des métiers, ça passe par la valorisation des entreprises qui forment des jeunes aussi, parce que derrière, on a des clients, on s'en est rendu compte au cours de ces dernières années, qui sont sensibles aussi à ces enjeux-là. Donc derrière, quand on affiche un label où on explique qu'on forme des jeunes et qu'on emploie du personnel local, eh ben, il y a certains clients qui, quand ils ont 2 devis, vont préférer choisir celui qui affiche le logo de l'artisan socialement responsable. Parce que du coup, ils sont conscients de l'enjeu social. Oui, donc là, ça va constituer vraiment effectivement un label et un plus vraiment sur les commercial aussi, bien sûr, sur pour vos différentes activités. Et puis enfin, il y a un aspect important, c'est que l'éducation aussi quelque part doit orienter justement les jeunes vers les jeunes et bons élèves vers ces métiers-là aussi, hein, parce qu'on a besoin d'une manœuvre qui est de plus en plus voilà, on a de plus en plus qualifiée. Ces besoins-là se font évidemment sentir, quoi. C'est exactement ça. Je pense que la plupart de nous artisans, on a connu des jeunes dont l'éducation nationale a cherché à orienter vers des voies générales parce qu'ils travaillaient bien au collège. On a besoin, nous, de jeunes qui savent réfléchir, qui savent compter, qui savent qui soient pas les derniers de la classe. En gros, l'artisanat, c'est pas la voie de garage quand on ne peut pas faire autre chose. On veut vraiment que ce soit un choix et que les profs ne soient pas là pour dissuader des jeunes qui réussissent à s'orienter vers nos métiers. Aujourd'hui, pour faire de la maintenance d'une chaudière, pour faire de l'ossature bois comme mes collègues, il faut réfléchir. On a besoin de cerveau aussi. Et le premier de la classe en 3e, eh ben, il a le droit de faire nos métiers et il réussira, il aura un bon salaire. Il aura un bon salaire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Justement, les menuisiers sont là. On en a 2 avec nous. Pascal Levoux, vous êtes menuisier et vous fabriquez justement, vous construisez des maisons ossature en ossature bois. Alors, expliquez-nous rapidement un petit peu votre parcours. Oui, alors bonjour à tous.
Et à tous. Alors moi, mon parcours est un petit peu atypique puisque mon premier métier était chaudronnier. Et Oui. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, l'éducation nationale à l'époque m'avait orienté et mal orienté en chaudronnerie puisque je voulais être menuisier. Et donc, après 8 années avoir exercé ce métier chaudronnier, je suis retourné en formation professionnelle pour devenir menuisier. Et donc, après avoir travaillé un petit peu chez un collègue, je me suis installé, donc il y a maintenant 20 ans. Donc j'ai créé l'entreprise il y a 20 ans. Il y a 20 ans, donc j'ai commencé tout seul. L'entreprise a grandi tout doucement. On a construit des locaux et puis petit à petit pris un apprenti qui est devenu un ouvrier et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a donc 10 salariés dans l'entreprise. 10 salariés dans l'entreprise et pour une activité précise qui est Alors, dans l'entreprise, on fait tout ce qui va être menuiserie générale, c'est-à-dire menuiserie d'aménagement d'intérieur, menuiserie extérieure et de la maison à ossature bois, avec un petit peu de partie isolation. D'accord. Vous dites une dizaine de salariés. Vous avez aussi des apprentis chez vous? Oui, tout à fait. J'ai toujours en formation un apprenti. Alors, j'en prends que un par année. Pour pas en avoir plusieurs débutants en même temps. C'est chronophage d'avoir à suivre, à former, à accompagner. C'est un investissement temps qui est évident, mais qui est nécessaire. Si chaque entreprise avait en permanence au moins un apprenti, peut-être qu'on ne serait pas dans la situation actuelle. Voilà. Oui, donc, effectivement, accueillir des apprentis, accueillir des stagiaires aussi pour pouvoir donner l'envie et faire découvrir nos métiers. Donc, nous, on reçoit beaucoup de jeunes. Je pense que par an, on reçoit au moins 10 ou 12 stagiaires sur des périodes qui vont de 3 jours à 6 semaines. Voilà. Donc, ça c'est bien parce que ça fait découvrir nos métiers à des jeunes. Et même si ces jeunes qui découvrent l'entreprise ne font pas par la suite de la menuiserie, ils en parlent à d'autres copains. Donc, ça fait découvrir nos entreprises et nos métiers. Alors, est-ce que vous, alors ça remonte à quelques années maintenant, mais puisqu'on est sur la création aussi d'entreprises, sur l'entrepreneuriat, vous-même, vous avez été accompagné au démarrage de votre entreprise? Oui. Et par qui la Chambre des métiers a fait partie des acteurs? Alors, effectivement, quand j'ai souhaité créer mon entreprise, je m'étais rapproché de la Chambre des métiers qui m'avait proposé de participer à ce qui s'appelait à l'époque un stage créateur long. Donc en fait, l'idée c'était, on travaillait pendant 2 mois sur notre dossier de création d'entreprise et on étudiait tous les volets, depuis l'étude de marché, depuis le détail du calcul des déboursés et des prix, la communication, les tableaux de bord de suivi, voilà. Donc c'était vraiment un stage très enrichissant qui m'a permis de bien réussir dès le début. Alors, est-ce que c'était un aspect que vous avez évoqué au départ, justement avec la CMA, le fait d'embaucher un jour des salariés et d'avoir une démarche comme ça socialement responsable? C'était peut-être pas forcément le sujet le plus important au démarrage, mais comment vous avez évolué vers cette démarche d'être réellement un dirigeant d'entreprise socialement responsable? Alors, à l'origine, quand j'ai créé l'entreprise, je voulais absolument pas embaucher. Voilà, je crée mon entreprise et je crée mon emploi parce que je voulais exercer le métier comme j'en avais envie. Voilà, avec un certain niveau d'exigence et un certain niveau de qualité que je retrouvais pas ailleurs. Dans mon ancien métier de chaudronnier, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie, donc voilà, il y avait des choses que je voulais plus voir. Et donc, quand j'ai créé mon entreprise, c'était vraiment pour faire le métier comme j'avais envie de le faire. Et puis, un jour, j'ai pris un stagiaire qui m'a sollicité pour faire un apprentissage. Alors, au départ, j'étais pas trop partant parce que je débutais juste et je l'ai pris et aujourd'hui, je le regrette pas parce qu'il est toujours avec moi. Donc, voilà,
Au jour d'aujourd'hui, même si j'ai changé d'outil en embauchant finalement une dizaine de personnes, et j'en suis plutôt fier, je pense qu'on a un rôle à transmettre notre savoir-faire et à faire monter nos salariés en compétences. Et c'est toute une richesse que l'on possède dans nos entreprises, qui doit perdurer. Et on le voit bien, comme le disait tout à l'heure Franck, que de toute façon, dans les années qui vont venir, on va manquer de personnel. C'est une certitude, et de personnel compétent. Donc il faut former les jeunes, il faut former des gens avec des capacités, parce que nos métiers sont pas faciles, ils évoluent, ils sont très techniques. Et voilà, on a besoin de jeunes qui ont à la fois des mains et des cerveaux, j'ai envie de dire, pour les commander. Donc, dans nos métiers, aujourd'hui, tout est très complexe. Aujourd'hui, dans la menuiserie, tout devient connecté. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, tout le monde nous demande que le portail, que le volet roulant, je dis que tout reste ferme avec un téléphone. Bon, voilà, c'est le bâtiment 2.0. Et il y a vraiment de l'avenir dans nos métiers. Et puis, je pense qu'il faut pas cracher dans la soupe. Un bon menuisier, un bon plombier ou un bon couvreur, il gagne sa vie, sans avoir fait bac plus 7. Alors, au risque peut-être, pour être complètement transparent, peut-être au risque de le voir quitter l'entreprise et de voler de ses propres ailes un jour, et ça serait peut-être votre plus grande satisfaction? Effectivement, de toute façon, si un jeune crée son entreprise et devient un jour son propre patron, ce sera plutôt gage de réussite et de bonne formation. Donc, moi, ça me pose aucun problème et c'est plutôt bien. Alors, je vais laisser merci beaucoup Pascal pour votre témoignage. Samuel Breton, alors vous également, on peut dire que vous êtes dans le bois et dans la charpente et la couverture aussi, et maison Saturbois qui s'appelle Vivre Éco. Vous avez 47 ans, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et vous avez créé en 2005 cette 2005. Société. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu. Voilà, ça n'existait pas. Donc, expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes venu. C'est quoi votre parcours? Comment vous en êtes venu à créer votre entreprise? Donc moi, parcours plutôt atypique, formation universitaire. Voilà, dans l'environnement, la gestion des risques naturels. Un premier métier, fonction publique territoriale, des diplômes pour progresser, recrutement dans le privé via des stages en entreprise, et puis dans le privé, une société rachetée par un grand groupe. Et je me suis dit non, je veux pas faire de l'environnement dans ce domaine-là. J'étais fils de charpentier, j'avais toujours dit que je ferais jamais ce métier-là. C'était un métier pénible, c'était un métier compliqué à l'école. Comme on le disait tout à l'heure, on m'avait dit tu réussis pas trop mal, fais des études. Je regrette pas d'avoir fait des études. Et puisque j'ai quoi ça vous a servi justement? Les études, ça m'a permis de faire déjà des modules de gestion d'entreprise. Voilà, on avait des cursus en école de commerce. Je suis retourné chez les Compagnons du Devoir refaire une formation en ossature bois. J'avais tout simplement fait ma maison et on m'avait dit mais il faut en faire d'autres. Voilà, je voulais pas travailler pour un grand groupe, je voulais faire de l'environnement. J'ai eu la possibilité de recruter du personnel puisque l'entreprise où était mon papa, le gérant est tombé à la retraite, les salariés étaient disponibles, donc j'ai pu m'appuyer sur du personnel qualifié et expérimenté. Ça m'a permis de me lancer. Ensuite, développement de l'entreprise, les premiers apprentis, l'ouverture du capital aux salariés pour les impliquer. Oui, alors on va y revenir sur cette ouverture du capital parce que c'est une vraie spécificité de votre entreprise. Vous n'êtes pas les seuls, mais en tout cas c'est particulier. Vous allez nous expliquer comment. Je voudrais simplement revenir sur l'aide au démarrage. Vous avez une aide à l'investissement, justement, à l'immobilier de bureau, etc. Et vous avez été aidé par la communauté de communes également. Expliquez-nous, vous aviez eu combien et qu'est-ce que ça vous permet justement de faire sur le fait d'être en zone de revitalisation rurale, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Donc, ZRR, zone de revitalisation rurale, puisqu'on est basé dans le nord du Loir-et-Cher, frontalier avec la Sarthe.
On a eu donc c'est une zone qui a à peu près les mêmes avantages fiscaux que la zone franche urbaine, donc une défiscalisation sur les 50 premières embauches à l'époque. Nous, on avait une aide pendant 14 ans. Aujourd'hui, ça s'est réduit, c'est 5 ans, mais vous avez un abattement sur l'impôt sur les sociétés. Vous pouvez avoir aussi des amortissements dérogatoires sur les investissements. Donc, quand on s'est lancé, on n'avait rien. On est parti vraiment un petit peu comme le collègue tout à l'heure, la voiture, la caisse à outils. Et la fleur au fusil. Ouais. La fleur au fusil, un peu de folie. Et donc, on a été obligé, quand ça s'agrandit, d'investir dans des bâtiments, tout simplement, des bureaux. Et là, on a été aidé donc par la communauté de communes, Coteau-Val-de-Bray et le département. On a eu une aide qui s'est élevée à 40 000 € à l'époque. Voilà. Donc c'est important. Plus la défiscalisation ZRR, on était monté de l'ordre de 180 000 € d'aide défiscalisée. Ce qui nous a permis de créer notre trésorerie, de nous développer, de former, voilà, de communiquer. Ça fait 17 ans aujourd'hui et c'est important. Voilà, on le connaît, l'importance du fonds de roulement, de la trésorerie. On peut démarrer avec pas grand-chose quand on maîtrise bien déjà la fiscalité sur le territoire, qu'on a les bons interlocuteurs, qu'on est bien accompagné, tout simplement. Ah, je ne vous entends plus. Oui, là c'est bon. Voilà. Je disais, oui, alors la particularité de votre entreprise, c'est justement cette société à capital variable où les collaborateurs peuvent entrer ou sortir quand ils veulent, voter aussi la rémunération du gérant, éventuellement toucher des dividendes. Expliquez-nous un peu tout ça, comment ça fonctionne. Voilà, j'avais fait l'analyse que malheureusement, chef d'entreprise, on se retrouve souvent bien seul. Il y a des décisions à prendre. On a les ER, la tête dans le guidon, et il est important de s'entourer, de fidéliser le personnel, d'essayer de trouver des ressources qui peuvent vous appuyer dans des choix, voilà. Et puis ça permet de déléguer. Et donc je m'étais dit, je veux rester maître de mon entreprise, donc je veux pas aller jusqu'au statut de SCOP. Puisque j'avais déjà bien créé l'entreprise, on va dire. Et donc, j'ai décidé de faire une augmentation de capital et de mettre une variabilité au capital, ce qui permet de... Combien de pourcents ? Alors moi, je garde 75% des parts. Il y a 25% des parts sociales qui sont à destination des collaborateurs. Donc, à chaque bilan comptable, on a défini une formule qui donne la valeur de l'entreprise, basée sur vraiment ce qu'elle possède. On divise par le nombre de parts en circulation, ça nous fait une valeur de la part sociale et les collaborateurs peuvent acheter ou vendre leur part sociale tous les ans à date d'échéance de bilan. Voilà, alors évidemment, plus ils gardent la part sociale, plus elle peut prendre de la valeur si l'entreprise fonctionne. Ils ont un versement des dividendes, ils ont accès aux informations de l'entreprise, ils font des choix stratégiques. Ça amène de la trésorerie aussi à l'entreprise, puisqu'au début, ils investissent. Voilà. On a ouvert cette part variable uniquement qu'aux salariés. Voilà. Et il faut qu'ils soient en CDI, membres de l'entreprise. Ils sont cooptés par les collaborateurs qui sont déjà en place. Et ensuite, l'avantage, ils ne sont pas prisonniers de leur part. C'est-à-dire que le prix d'achat et le prix de revente de la part sociale est défini réglementairement. C'est un statut qui existe, SARL à capital variable, et il n'y a pas de notion d'offre et de demande. La formule est figée. Il n'y a pas de piège. Et l'entreprise a l'obligation de racheter les parts. D'accord. Et donc il y a un gérant, c'est vous en l'occurrence. Il y a un gérant, c'est moi. Alors, donc c'est une société un peu coopérative, une part une voix, c'est ça? Alors c'est pas une part une voix puisque il y a une notion de capital quand même, de valeur. C'est lié au capital, bien sûr. Ouais. Maintenant, le but, moi, dans mon fonctionnement, c'est de laisser un maximum la parole, de pouvoir déléguer, puis d'écouter, puisque on a de beaux conseils des collaborateurs. Voilà, une autre vision. Puisque je peux pas être partout entre le bureau, le terrain, la partie commerciale, la partie achat. Donc c'est important de pouvoir échanger. On est 17 dans l'entreprise. Voilà. Donc ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire justement sur notamment sur
des recrutements ou sur la gestion, sur l'achat de matériaux, de locaux, etc. Recrutement, investissement, choix des marchés, les modes constructifs, le développement d'un nouveau produit, des nouvelles prestations. Voilà, surtout les investissements, les augmentations de salaire. Enfin voilà, c'est transparent. Ça donne vraiment de la crédibilité à l'entreprise. Ça permet surtout aux chefs d'entreprise de se sentir moins seuls. Ils ont un morceau de l'entreprise qui leur appartient. Et ça, je pense que c'est important. Donc c'est un moyen vraiment de à la fois de déléguer, de fidéliser aussi vos salariés. Voilà. Et puis ça vous a permis d'amener des fonds propres dans l'entreprise également. Ça amène des fonds propres. Voilà. Alors vous avez également mis en place d'autres petites choses. Expliquez-nous un peu pour les salariés, notamment ce camping-car dont vous m'avez parlé. Le camping-car, bon, c'est tout simple. Voilà, c'est toujours dans le but de mutualiser. Hein. Et on n'a pas de CE, nous, les petites entreprises, donc on essaie de passer des partenariats avec des loueurs pour que les salariés, plutôt que d'acheter chacun un camping-car, puissent avoir accès à des tarifs négociés très avantageux où l'entreprise prend en plus une partie à sa charge sous forme de primes, tout simplement. Après, on a mis en place les primes pouvoir d'achat, on a mis en place l'intéressement dans l'entreprise. On a une présentation des comptes qui est faite aux salariés tous les ans. C'est vraiment dans la notion d'échange et de transparence. J'ai la chance, voilà, on est dans une zone rurale, hein, comme disaient les intervenants avant, que beaucoup de gens se connaissent, ça crée des liens, on fait du sponsoring dans les clubs de sport, dans les écoles, on participe, donc les collaborateurs, sont vraiment impliqués dans la vie locale. D'ailleurs, les 3/4 habitent à moins de 10 km. Ça, c'est important aussi pour nous puisque ça amène de la stabilité. Ça leur permet aussi de faire moins de temps de trajet puisque quand ils viennent travailler, nous, on repart encore sur des chantiers avec des véhicules. Donc, ça permet de rentrer à des heures, on va dire, acceptables. On a des partenariats avec une garderie locale. Voilà, où on peut déposer les enfants 7h, 19h. Enfin, c'est royal. On peut faire plein de choses en zone rurale. Voilà. Alors, expliquez-nous, vous avez créé aussi une société coopérative? Oui, donc alors on a fait 2 coopératives. On avait fait une première coopérative de réalisation, donc un groupement d'artisans, pour proposer des prestations clés en main, se regrouper à plusieurs corps d'État, et on a aussi une coopérative d'achat, donc pour mutualiser nos achats de matériaux. Ça appartient à une coopérative nationale qui s'appelle l'Orcab, qui est née en Vendée, hein. Et nous, donc on a une antenne qui s'appelle Cobat, qui est basée au Mans. Vivre Éco, notre entreprise, était un client qui était assez conséquent, on va dire, pour la coopérative, même si on est 160 artisans dans la coopérative. Et au niveau des axes routiers épuisés, pas trop mal placés, on est sur la route Le Mans-Orléans et Blois-Chartres. Et donc, on a décidé dernièrement d'installer une base logistique à épuiser. Donc, on a un dépôt juste à côté de mon atelier. Là, pour nous, c'est l'aubaine. On a un stock de matériaux à disposition. Et donc ça vous permet justement de gérer des volumes d'achat aussi, de gérer d'avoir des prix attractifs. C'est ça, hein, cette coopérative. Disons qu'au départ dans le négoce, j'étais tout petit, je débutais, ça faisait un petit peu rigoler. J'avais les tarifs on me faisait toujours croire que c'était moi qui avais les meilleurs tarifs, et puis j'avais accès aux produits qui étaient disponibles, et puis pour surtout ceux que je voulais. Dans l'environnement, dans le Saturbois, dans l'isolation, il y a 17 ans, quand je me suis lancé, on trouvait vraiment pas les produits adaptés sur la place dans le négoce. La coopérative a répondu à ce besoin, puisque un principe coopératif, c'est comme une coopérative agricole, hein. Un homme, une voix, on a tous des parts sociales, on a des réunions métiers où on choisit nos matériaux, où on choisit un petit peu les services qu'on souhaite avoir de la part de la coopérative. Cette coopérative aujourd'hui, c'est plus de 50 salariés, donc des magasiniers, des acheteurs, avec des artisans qui achètent tous au même prix. Voilà, quelle que soit la taille de l'entreprise, on a tous notre mot à dire, on achète tous les mêmes produits, ça crée du lien. Ça m'a permis de rencontrer des maçons, des électriciens, tous les corps d'État que nous on fait pas, parce qu'on fait pas quelque chose, et voilà, ça crée du lien, des réseaux, de répondre à des offres, c'est très très bien. Merci beaucoup Pascal. On arrive un peu au terme de cette table ronde. Vous avez des conseils à faire passer auprès des personnes qui nous écoutent
justement pour mener son entreprise en étant socialement responsable, justement? Des conseils, alors c'est toujours difficile de donner des conseils, mais je pense que en tant que chef d'entreprise, on a. Est-ce que c'est une forme de, j'allais dire, de management, de vision d'entreprise, que de dire aujourd'hui les entreprises doivent de plus en plus prendre en compte les salariés, leur formation, la fidélisation. On l'a vu dans les différents exemples là de cette table ronde. C'est certainement vers ça. C'est ça aussi que les salariés attendent. Bien sûr, de toute façon, on est en ce moment en plein bouleversement, en plein changement. Il y a une chose dont moi je suis persuadé, c'est que la richesse de nos entreprises, c'est nos salariés. Nous, tout seuls dans l'entreprise, on n'est pas grand-chose. On est là pour diriger, on est là pour conseiller, mais malgré tout, sans les salariés, on n'est rien. Donc les salariés doivent avoir du confort de travail, les salariés doivent être bien dans l'entreprise, ils doivent être bien rémunérés, ils doivent être bien appréciés. Enfin voilà, nos salariés, c'est vraiment la richesse de nos entreprises. On doit les faire grandir, on doit les former, voilà. Donc effectivement, le bien-être au travail. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir du matériel, des véhicules, des choses pour que les gens ne peinent pas, de la protection individuelle, de la protection collective. Enfin voilà, il faut vraiment aller de l'avant pour que le bâtiment soit à la fois un exemple et des entreprises où il fait bon vivre, quoi. Des sociétés exemplaires, des sociétés où il fait bon vivre, où vous espérez justement pouvoir former et recruter les salariés de demain. Franck, c'est votre point de vue aussi. Qu'est-ce que vous auriez à faire passer aussi comme message justement sur ce thème de la responsabilité sociale du chef d'entreprise, des artisans et des commerçants aussi que vous représentez là dans cette table ronde? Déjà, je souscris à tout ce qui vient d'être dit par Pascal. Si je peux juste rajouter une chose, c'est de suivre l'actualité de l'association Artisans Socialement Responsables, de se rapprocher de sa chambre de métier, et ceux qui se sentent concernés par ces valeurs, de ne pas hésiter à demander à être labellisé. Ça coûte quasiment rien, et voilà, en étant plus nombreux, le mouvement sera plus visible. Les outils de communication sont vraiment sympas. Donc rejoignez le mouvement si vous vous sentez si vous retrouvez dans ces valeurs, et vos clients se retrouveront dans ces valeurs. Ça, c'est une certitude. Ouais. Et surtout de pas avoir peur de se servir justement de toutes ces plateformes, de tous ces services qui sont à disposition aujourd'hui des porteurs de projets ou des repreneurs d'entreprises. Exactement, voilà. Des fois, on hésite, on reçoit multitudes d'informations par tous les canaux, par mail, on a des centaines de mails. Il faut pas hésiter à aller pousser la porte de la chambre de métier, des organisations professionnelles, et d'aller chercher de l'aide, d'étoffer son réseau, ne pas rester tout seul. Voilà. Dès qu'on a un doute, il faut vraiment aller vers les autres. Oui, c'est ça. Pour vous, c'est la fédération du bâtiment, les plateformes, d'initiatives locales, etc. Chambre de métier, oui. Chambre des métiers, notamment. Alors, Samuel, donc un dernier message justement, c'est de pas rester seul aussi. Ne pas rester seul, bien assimilé que le chef d'entreprise, ce n'est qu'un chef d'orchestre. Donc il faut un bon groupe et puis pour avoir une bonne partition. Être à l'écoute, impliquer au maximum les salariés, les collaborateurs, donner un sens au travail. Faut pas avoir peur d'expliquer les choses. Franchement, je pense que ça a souvent été négligé. Après, attirer les jeunes, les former, les motiver, leur montrer qu'on peut réussir. Je suis toujours assez triste. Là, j'avais encore une réunion conseil de classe hier soir de 3e, quand je vois comment on classe. T'es bon, tu feras général, t'es un peu moins bon, tu feras un bac pro, et si t'es pas bon, tu feras ton CAP. Non, enfin, moi, j'ai fait des études, et puis j'y suis revenu. J'ai dans l'entreprise des gens qui ont fait des études et qui sont revenus à des métiers manuels, ils ont retrouvé un sens, et je peux m'appuyer sur eux. Enfin, franchement, tout le monde a sa place, il suffit de trouver voilà,
où chacun a sa place. Alors, une dernière question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Où voyez-vous votre entreprise? Ouais. Bah, on verra la volonté qu'a chacun au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y aura un souhait de se développer, de pas se développer, d'améliorer simplement ce qu'on est en train de faire. On va regarder aussi un petit peu la conjoncture puisque elle est en train de bouger très très vite. Pour l'instant, on arrive toujours à recruter. C'est vrai qu'on a toujours des candidatures, on se plaint pas. J'arrive à avoir des charpentiers, des menuisiers. J'ai des collègues qui ont plus de mal. Je pense justement que le fait de diriger l'entreprise comme ça crée plus d'opportunités. Et après, c'est le bouche à oreille, c'est les réseaux et c'est l'implication dans la vie locale, voilà, l'implication dans les écoles, les clubs de sport. Tout ça, c'est aussi important que la publicité des clients. Voilà. Faut vivre au niveau de la société qui nous entoure. Samuel, vous voyez où dans 5 ans? Comment vous voyez votre entreprise? J'espère toujours à la tête de l'entreprise, que je m'y plais bien. Puis ça marche bien, on innove, on essaie d'innover. On était dans les premiers à avoir fait une maison BBC dans le Loir-et-Cher à l'époque, en 2009. Voilà, j'espère que ça continuera. On va essayer de faire autre chose. Et Pascal, vous voyez où dans 5 ans? Bah écoutez, ça c'est pas évident de le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer dans notre lignée et moi depuis plusieurs années, ma ligne de conduite, c'est pas faire plus, c'est faire mieux. Donc c'est pas faire doubler l'entreprise, c'est faire mieux à tout niveau. Que les salariés soient bien, que l'entreprise grandisse, mais de manière à ce que les clients soient toujours satisfaits. Voilà. Le mot de la fin, Franck. Dans 5 ans. Dans 5 ans, je serai toujours en activité. J'espère que je serai à la tête de cette entreprise. J'ai encore plein d'idées, plein de projets, donc d'étoffer sur des nouveaux territoires, des nouveaux métiers, mais toujours dans ce qu'on sait faire. Voilà. Ouais. Je pense que le jour où j'aurai plus de projets et d'idées, c'est ce jour-là où j'arrêterai pas. Parfait. Bon, bien, merci en tout cas, messieurs, pour vos témoignages, pour votre passion, et puis aussi pour effectivement tous vos salariés que vous accompagnez, ces différentes personnes qui sont à la fois stagiaires, apprentis, et que vous formez, que vous accompagnez, que vous faites monter en compétences. Bravo pour être des chefs d'entreprise, des entrepreneurs socialement responsables. Merci messieurs. On va enchaîner maintenant avec la conclusion. Je vais prendre congé avec vous et puis accueillir dans la foulée justement les quelques personnes qui vont nous accompagner pour ces discours de clôture. Merci messieurs. Merci, bonne soirée. Merci. Et on accueille maintenant quelques personnes qui ont souhaité qui viennent donc clôturer cette journée. Alors il y a Dimitri Pivot, Jacques Martinet, et alors Christophe Norvin n'est pas là aujourd'hui, il est représenté. On va voir si il y a une personne non qui est pas arrivée. On va alors je vais peut-être est-ce que le président Martinet est là? Est-ce qu'il m'entend? Non, visiblement. Alors si est-ce qu'on peut me dire en régie personne d'autre? Alors Jacques Martinet, je ne l'entends pas, c'est normal. Alors, je vais peut-être en attendant qu'on le retrouve. Il n'est pas devant son PC peut-être. Alors, je vais donner la parole au président Pivot. Dimitri, toute une journée sur cette thématique du rebond dans les territoires. Qu'est-ce que vous en avez retenu? C'est quoi un peu la synthèse de toute cette journée? Alors, moi, ce que je retiens, vous m'entendez là? Parfait. Ouais. Moi, ce que je retiens de cette journée, d'abord, c'est qu'elle a été riche de témoignages. Donc, comme toutes les journées 24 heures pour rebondir,
On a mis le focus sur le réseau d'accompagnement. On a mis le focus sur le réseau de financement. On a mis le focus aussi sur tous ces grands corps de l'État, à commencer par Pôle emploi, l'URSSAF, quelquefois la DRITS, qui n'était pas présent, les invités, pour accompagner les entrepreneurs. Et puis des témoignages véritablement inspirants d'entrepreneurs, de belles réussites artisanales, mais surtout de belles personnes derrière ces entreprises, ces entrepreneurs, de belles personnes, de beaux projets. Cette dernière table ronde était absolument fabuleuse. Et on se rend compte que notre tissu économique de proximité dans les territoires fait la richesse économique, mais fait aussi la richesse sociale de notre pays. Vraiment, je souhaite vraiment, saluer ce choix qu'on a fait parmi les entrepreneurs auxquels on a donné la parole, parce que ils sont véritablement inspirants et ils démontrent aussi que dans l'artisanat, j'ai apprécié les propos de certains. Dans l'artisanat, c'est pas les derniers de la classe, hein, et c'est surtout pas les derniers de la classe. Oui, et c'est justement le souhait qu'on entendait justement de la bouche de ces derniers intervenants, de dire mais oui, mais nous on voudrait avoir justement les premiers de la classe qui puissent se diriger vers les métiers artisanaux qu'on peut proposer. Exactement, et on se rend bien compte qu'il y a de très très belles perspectives économiques pour se développer, créer son entreprise et tout simplement entreprendre sa vie aux côtés de entreprendre son entreprise. Donc c'est le premier point. Et puis si je devais faire la synthèse de cette journée, je crois qu'il y a un seul mot-clé en fait, c'est l'accompagnement. Alors justement, l'accompagnement, là, on l'a vu, il est nécessaire tant sur le plan financier que sur le plan humain. Comment justement choisir son réseau d'accompagnement? Alors, dans tous ces témoignages, qu'est-ce qu'on peut voir transparaître? D'abord, notre co-organisateur, la CMA Centre-Val de Loire, mais aussi les CCI, les premiers grands réseaux d'accompagnement historiques déployés sur tout le territoire au service de ces porteurs de projets, mais aussi au service et surtout au service des entrepreneurs, ce sont les chambres consulaires, les CMA et les CCI. Donc ça, il faut le souligner. Quand on veut choisir son premier réseau d'accompagnement, on doit avoir ce réflexe de se tourner vers les chambres consulaires, les CMA, les CCI. Et ensuite, derrière, il y a un travail après de recherche, de travail en collaboration avec ces organisations pour choisir le réseau qui sera le plus adapté. C'est pas à moi de répondre si ce sera initiative, BGE, ou entreprendre. C'est un travail qui doit être mené par rapport à son projet. Mais encore une fois, on va replacer l'église au centre du village. Il y a les réseaux des chambres consulaires historiques qui vont vous accompagner dans votre projet, mais aussi et surtout durant la vie de votre entreprise. Et ça, c'est essentiel, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Ces témoignages l'ont bien souligné. Et quand il y a des difficultés, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur ceux qui vous ont accompagné depuis le début du projet. Et les chambres consulaires sont là pour ça. Voilà. Donc, en synthèse, après, je laisserai la parole aux intervenants, notamment à Stéphane Lemoine qui vient de nous rejoindre. Et puis au président Martinet, quand il nous aura rejoint. S'il y a un mot-clé à retenir, c'est quand on veut entreprendre, il est impératif de se faire accompagner. Accompagner pour réussir et dans son projet, puis accompagner pour ne pas rester seul. Et ça, c'est essentiel. Et puis après, si on veut se tourner vers les territoires, rappelons quand même que notre région Centre-Val de Loire est une belle région, mais je pense qu'on en est tous convaincus, avec ses 6 départements. Et région Centre-Val de Loire, c'est le cœur de la France,
C'est 2h30 de Paris, 2h30 de la mer, 2h30 de la montagne. C'est une région dynamique. C'est une région où il fait bon vivre. Et quand on a envie de quitter les grandes villes pour trouver une région où on peut s'épanouir avec son entreprise et avec sa famille, eh ben, la région Centre-Val de Loire, c'est une région où il fait bon vivre. Merci beaucoup Dimitri. Et justement, je vais laisser la parole à Stéphane Lemoine, vous êtes premier vice-président à la CCI Centre-Val de Loire, et je vous donne la parole pour ce mot de la fin, cette conclusion, avant de laisser Nicolas Cousin également donner son mot de la fin. Bien. Bonsoir à tous, merci, excusez-moi pour le retard, mais problème technique. Je vous en prie, tout va bien. Monsieur le Président, fondateur de Second Souffle, Monsieur Picot, Monsieur le Président de la CCI, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas vu Monsieur Martinet, Monsieur le Président de la CMA, Monsieur Cousin, Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs, Mesdames, Messieurs. Pour moi, c'est un honneur de vous retrouver afin de participer à la clôture de cette 4e journée, 24 heures pour rebondir dans les territoires, co-organisée par l'association Second Souffle et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Centre-Val de Loire. Et pour l'effectivité, il y a 36. Au nom du président du conseil départemental d'Eure-et-Loire, M. Christophe Dorven, que je représente, je vous adresse les plus sincères remerciements pour la tenue de ces journées. Les thèmes abordés aujourd'hui sont essentiels. Après avoir entendu les intervenants de qualité dont je salue la présence, je crois qu'il est possible de noter l'importance tout à la fois de mettre à l'honneur, à ce que vous évoquiez, l'entrepreneuriat, d'échanger sur les difficultés que cela représente, et enfin de représenter les atouts et les richesses que les territoires offrent à l'aventure de l'entreprise. D'abord, il faut le dire, on entend trop peu parler du monde de l'entreprise, des réussites et des doutes qui jalonnent le choix de l'entrepreneuriat. On sait simplement que la création d'entreprise est un défi, une prise de risque, et que la réussite se gagne au travail et à la persévérance. J'aime que cette journée rappelle par son essence même, cette réalité. L'entrepreneuriat, vous l'avez dit et vous l'avez évoqué plusieurs fois, c'est une aventure individuelle, mais certainement pas solitaire. Comme la charte de Second Souffle le dit, entreprendre, c'est oser. Ce forum est un formidable appel à oser, avec bienveillance, mais aussi rigueur et pragmatisme pour la réussite de vos projets. Un monde économique d'entrepreneurs, c'est une société vivante et dynamique. Nous en avons besoin sur nos territoires. Créateur de richesses, d'emplois et d'attractivité, l'entrepreneuriat est un cadeau pour celui qui en fait bon usage. J'en appelle à vos côtés à développer sans cesse et par tous les moyens l'esprit d'entreprendre. Cette 14e journée pour rebondir pleinement dans cette logique, car elle constitue, je crois, une fenêtre d'espoir pour celui qui hésite à faire valoir son esprit d'entreprise et ses idées par la seule peur de l'échec. Oui, nous le savons, l'entrepreneuriat est résolument une aventure, un goût de risque. L'échec est une réalité, qu'il soit lié à l'entreprise ou au contexte extérieur, comme nous avons pu le vivre à l'occasion de la pandémie mondiale ces derniers mois. La clôture de cette journée permet également de vous adresser un message en faveur des territoires et de l'entrepreneuriat. Car oui, innovation et ruralité vont de pair. Le département d'Eure-et-Loire, dont je suis le premier vice-président, est une terre d'entrepreneuriat et de défis. Du monde agricole à la technologie de pointe, en passant par la chimie, la diversité économique de nos bassins de vie est une réalité. Aux portes de Paris, à 1 heure de trajet en moyenne, un territoire connecté s'offre à l'entrepreneur, novice ou confirmé, en reconversion ou non. L'Eure-et-Loire est riche de ces sites remarquables. Vous connaissez tous la cathédrale de Chartres, le château de Mâcon, la chapelle royale de Dreux. Fort de ces espaces naturels protégés, du réservoir de biodiversité que représente le Perche, de sa ruralité vivante, l'Eure-et-Loire est une terre de dépaysement, de sérénité et assurément de créativité. Le conseil départemental, en lien avec les agglomérations, les intercommunalités, s'engage depuis des années en faveur d'une politique ambitieuse d'investissement et d'attractivité par tous les territoires. Par le Fonds départemental d'investissement, ce sont plus de 15 millions d'euros pour le soutien aux projets de territoire et à leur revitalisation. Pour les routes, ce sont plus de 40 millions d'euros par an pour un réseau plus sûr, plus fluide et qui assure la mobilité du quotidien, tout en préparant l'avenir, notamment avec l'A154. Avec Eure-et-Loire numérique, le département est à la manœuvre pour une couverture à 100% du territoire par la fibre optique FTTH d'ici fin de cette année 2022. Il ne faut pas non plus oublier l'action du département d'Eure-et-Loire en faveur de l'emploi et de l'insertion, avec le dispositif Boost Emploi qui accompagne la recherche d'une activité tout en proposant des ateliers pour développer les compétences. Par sa commande publique, le département se trouve être un client du tissu économique et des entreprises locales et nationales. Ainsi, des ports mondiaux de l'Atlantique et de la Manche jusqu'à la région parisienne,
l'Eure-et-Loire se veut être un territoire audacieux pour ses habitants, pour leurs projets et leur réussite. À l'instar des 8 séjours découverts dans la région centrale de Loire qui seront distribués dans quelques instants, je ne peux que vous inviter chaleureusement à découvrir nos paysages, nos richesses et nos atouts, que cela soit pour vous installer, vous développer ou rayonner. Et avant de céder la parole, je vous partage une citation du président Franklin Roosevelt qui me tient à cœur et que je trouve à propos aujourd'hui. Il y a quelque chose de pire dans la vie que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. Voilà. Merci à tous et bravo pour vos travaux. Merci beaucoup, Monsieur Lemoine. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du conseil départemental, voilà, d'Eure-et-Loire. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je vais passer, s'il m'entend, la parole à Monsieur Martinet. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Martinet? On ne vous voit pas, mais je ne vous entends pas non plus. Il vous entend. Donc, tout va bien. Mais en activant votre micro, peut-être qu'on pourra vous entendre. Alors, petit problème technique à nouveau. On va tenter de résoudre ce souci et de ce fait, je vais passer la parole à Monsieur Nicolas Cousin, qui est président de la CMA de l'Indre. Alors, bonsoir Monsieur Cousin, merci d'être là. Bonjour à tous. Voilà, vous nous entendez, donc tout va bien. Donc voilà, nous arrivons un peu au terme de ces 24 heures, cette journée complète consacrée au rebond dans les territoires et notamment dans la grande région Centre-Val de Loire. Vous êtes président de la CMA de l'Indre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en conclusion de cette journée? Alors en conclusion, je pourrais vous avancer des chiffres comme tout à chacun, mais j'aimerais plutôt insister sur le fait, avant d'être président et avant d'être vice-président régional, je suis avant tout un artisan qui a commencé il y a près de 20 ans avec son épouse dans une aventure où vraiment on ne savait pas trop au départ où on mettait les pieds, où les consulaires, notamment la Chambre des métiers, a su nous accompagner au travers, ne serait-ce que du stage long, comme l'évoquait tout à l'heure Pascal Levoux, l'importance de se former avant de se lancer, puisque d'une part, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est déjà un point où il faut appuyer. On ne faut pas installer les gens pour installer les gens. Il y a bien des gens, des savoir-faire, des sensibilités. Et il ne faut pas oublier non plus la formation à côté, puisque les taux de TVA, les différents textes juridiques ne s'inventent pas. Donc, je voudrais déjà appuyer là-dessus. Sur le deuxième point, et ça me paraît très important, c'est que l'artisanat et l'entrepreneuriat en général, mais l'artisanat est un formidable ascenseur social. Puisque quand on commence seul dans son entreprise, qu'on souhaite avoir des salariés ou pas, et si on se donne les moyens, je peux vous assurer que vous serez reconnu par vos pairs, vous serez reconnu dans votre territoire. Et nous, dans un petit département comme le nôtre, où on est vraiment à une dimension humaine, et c'est là où on a vraiment une carte à jouer, parce que chaque entrepreneur est connu de nos services. Et bien dans les petits départements comme le nôtre, et bien quand vous travaillez, quand vous vous promenez dans les communes, vous êtes reconnu, et ça c'est toujours valorisant. Et après, il y a toujours la dimension, comme disait tout à l'heure Monsieur Levoux, où vraiment, en plus, on est chef d'entreprise, on décide soi-même. Il faut pas oublier qu'il y a quand même quelques contraintes derrière, puisque il y a aussi le comptable et puis le banquier qui peuvent nous dire, attention, il y a des précautions à prendre. Mais ça, pour moi, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Et vraiment, c'est une formidable aventure, et c'est une formidable aventure professionnelle, mais aussi familiale. Et c'est sûrement encore plus vrai dans nos territoires à dimension humaine. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour ce message de conclusion tout à fait porteur pour les régions, pour les territoires. Et je vais vous remercier évidemment pour votre participation à cette journée et pour cette conclusion. Alors, je vais laisser la parole à Dimitri pour l'ultime conclusion de cette journée. Je ne pense pas qu'on a retrouvé Monsieur Martinet, mais en tout cas pour conclure et notamment pour la remise des prix du concours de cette journée qui est offert par donc la CMA Centre-Val de Loire de l'Indre et l'Agence d'attractivité de l'Indre. C'est 2 voyages découvertes dans le Berry afin que vous puissiez donc envisager le cas échéant votre implantation dans la région.
Alors, je vais vraiment conclure en un seul mot parce que je vais redonner la main au président Cousin pour remettre ces voyages, ces séjours découvertes, hein, parce qu'il est important de bien préciser que c'est pas un voyage, c'est un séjour. Il faut qu'il soit instructif, pédagogique, enrichissant sur le plan économique, l'écosystème, et enrichissant sur le plan patrimonial, sur notre jolie région, qui est la région Centre-Val de Loire. Un mot pour conclure, c'est ce que je disais tout à l'heure. On retient de cette journée que pour réussir dans l'artisanat, il faut se faire accompagner, mais c'est pour réussir dans l'entrepreneuriat tout court. Et puis l'artisanat est une formidable voie d'avenir pour qui, et le président Cousin l'a bien souligné tout à l'heure, pour qui veut réussir sa vie personnellement, professionnellement, avec une foultitude d'opportunités, de métiers en tension, qui n'attendent que des gens avec des bras et des têtes, et des têtes et des bras. On les mettra dans le sens qu'on voudra, mais qui font la richesse de ces métiers artisanaux qu'on prend plaisir aujourd'hui à découvrir. Hein. On a eu le plaisir d'avoir des menuisiers, des restaurateurs. On se régale. On se régale. On se régale, effectivement. Alors, est-ce que je peux préciser, vous vouliez le faire, président Cousin, sur ces séjours, le détail à donner? Vous voulez que je le fasse très rapidement? Alors, faites-le. Bon, j'ai les éléments dans les grandes lignes, mais si vous voulez faire un détail précis, faites-le. Allez-y, non, mais très rapidement. C'est donc 2 séjours découvertes de 2 jours, hein, c'est ça, pour 2 personnes. Non, Frédéric, je t'arrête, hein. Oui. C'est 8 séjours, pardon, 8 séjours. Voilà, 8 séjours. 8 séjours découvertes de 2 jours pour 2 personnes dans l'Inde qui comprennent donc le jour 1. Pas dans l'Inde, Frédéric. Si tu me permets, je vais te reprendre. Alors, je vais vous laisser faire. Alors, si ça a un peu évolué. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est donc 8 séjours découvertes dans différents départements de l'Inde qui ont soutenu cet événement centre. Comment? La région centre. Je vais te reprendre, Dimitri. C'est dans la région centre. Bon, vous voyez, ce sont les aléas du direct. Voici, Monsieur le Président Lemoine. Vous voyez que la journée a été longue. On est tous fatigués. On est contents mais l'essentiel de cette journée, c'est qu'in fine, il y aura des lauréats dans les différents départements de l'Inde pour venir s'installer dans notre région, et c'est ça le plus important. Oui, c'est ça. C'est effectivement c'est la présentation de la création d'entreprises vraiment au sens large, par les services de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et puis des témoignages d'entrepreneurs du département, également l'intervention de l'agence d'attractivité, effectivement sur les activités culturelles et touristiques. Il y a un dîner, il y a une nuitée, petit déjeuner, puis aussi une matinée qui sera aussi consacrée à des visites d'entreprises. C'est ça qui sont potentiellement à reprendre. C'est ça, Monsieur Cousin. C'est ça, complètement ça. Le but est vraiment, on est vraiment sur une opération séduction, et c'est une opération. N'oublions pas que cette action a déjà été faite, cette journée a déjà été faite dans l'Inde l'année dernière. On avait fait le même schéma. Il y avait eu 2 gagnants, et ces 2 gagnants ont été visités d'entreprise, ont été accompagnés par la Chambre des métiers pour trouver des locaux, ainsi de suite. Et ces 2 personnes qui sont hors région Centre-Val de Loire et qui s'installent dans l'Inde. Et là, on a souhaité dupliquer à l'échelle régionale. Et donc, je vais pouvoir maintenant vous donner les gagnants, des personnes qui ont été tirées au sort. Donc, on a pour le 18 Chloé Valentin. Alors, Chloé Valentin qui vient de Paris. On a Christelle Leclerc qui vient du Loiret. Christelle Leclerc qui vient du Loiret. Pour le 28, nous avons Clémence Baird qui vient de Paris. Pour le 36, nous avons Claude Désiré qui vient de Saint-Civran. Et pour le 41, nous avons Marie Lost qui vient de Paris. Et Nathaniel Ekovic qui vient de Paris. Donc là, on est sur un format de séjour découverte avec un accompagnement personnalisé sur le projet souhaité. Je tiens à remercier, tant que j'ai la parole, les agences d'attractivité du 36 et du 41, mais aussi les conseils départementaux du 18 et du 28 pour leur accompagnement. Et je tiens à dire aussi que tous les participants au jeu, donc il y a quand même un certain nombre de participants, je ne l'ai pas exactement, mais tous les participants au jeu concours seront contactés par des conseillers d'entreprise. Et n'oubliez pas une chose, et je m'adresse surtout aux personnes qui sont là en visio et qui sont dans des grandes métropoles à l'heure actuelle,
ne vous posez plus la question, venez dans nos départements, vous allez être considérés et vous allez pouvoir vous établir et vous épanouir professionnellement et avec votre famille. Merci. Parfait, merci beaucoup, merci messieurs pour votre implication dans cette belle grande région du Centre Val-de-Loire et dans les territoires évidemment. On le dit, voilà, n'hésitez pas à vous déplacer, à aller voir dans les territoires. Il y a de formidables opportunités, comme nous l'ont rappelé le président Pivot et Monsieur Lemoine, Monsieur Cousin. Donc n'hésitez pas, l'artisanat est un très très grand pourvoyeur d'emplois et des opportunités formidables. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette journée 24 heures pour rebondir dans les territoires. Merci à toute l'équipe technique aussi, les Sam Studio qui a vraiment essayé de suivre au mieux cette journée. Et puis merci à tous les participants, bien évidemment, tous les partenaires aussi, les partenaires qui avaient leur place sur le salon virtuel. Merci à tous ceux qui ont participé au concours, qui ont joué le jeu de remplir ce petit formulaire avec l'identité, l'email et le téléphone pour tenter de gagner ces lots. On l'a vu, bravo aux gagnants. Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition des 24 heures pour rebondir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.